Bonjour à tous et bienvenue dans La séance est ouverte. Dans ce numéro, nous revenons sur l'examen de la proposition de loi pour protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire. Le texte est issu des travaux de la commission dite Bétaram. Il a été étudié et adopté en commission des affaires culturelles et de l'éducation le 26 mai. Il est débattu dans l'hémicycle le 1er juin. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a des moments dans la vie d'un parlementaire où l'on sait que ce que l'on fait dépasse la politique. Aujourd'hui est l'un de ces moments. Parce que dans nos tribunes, il y a des hommes et des femmes dont la vie a été fracassée entre les murs d'une école, entre les murs d'un lieu qui aurait dû être le plus sûr du monde. L'école, là où tout commence, là où se crée l'égalité et la fraternité entre les enfants, futurs adultes. Alors avant tout, je veux leur parler à eux, directement. Vous avez eu le courage de parler. Vous avez brisé des décennies de silence, d'omerta, de honte qu'on vous avait infligée. Vous avez témoigné devant notre commission d'enquête avec une dignité qui nous a bouleversés. Et cet après-midi, c'est pour vous que nous sommes là. Tout a commencé par une onde de choc. Bétaram, puis Riaumont, le Relais Kerhuon, les Filles du Bon Pasteur, Saint-Dominique de Neuilly et bien d'autres. Des noms d'établissements qui sont devenus des noms de honte nationale. Des lieux où des enfants ont été frappés, humiliés, abusés parfois sur des générations entières, pendant que des adultes autour d'eux regardaient ailleurs, se taisaient ou pire, protégeaient l'institution au détriment de l'enfant. Ce n'est pas une accumulation de faits divers, c'est un système. C'est un système de la violence systémique. L'omerta des établissements, la protection réputationnelle avant tout, la domination de l'adulte en autorité sur l'enfant vulnérable et au bout de la chaîne, la défaillance de la puissance publique qui n'a pas contrôlé, qui n'a pas protégé et qui n'a pas agi. Cette défaillance, il faut la nommer. C'est ce que fait ce texte avec son article 1 et 2. Une reconnaissance qui n'est pas que symbolique et qui se veut aussi réparatrice. Avec Paul Vannier, en transpartisan, nous avons écrit cette proposition de loi avec notre cœur, notre sincérité et notre savoir-faire de parlementaires, entourés des administrateurs de l'Assemblée et de nos équipes de collaborateurs que je remercie chaleureusement et soutenus par les services du ministère de l'Éducation nationale et de la Justice. Mais surtout, nous l'avons écrite avec le comité de suivi de notre commission d'enquête, les victimes, les lanceurs d'alerte, les syndicats d'enseignants, les associations de parents, les chercheurs et les sociologues. Plus de 150 collègues sur ces bancs ont co-signé ce texte, de tous les groupes. Parce que quand on parle de protéger un enfant de 6 ans qui pleure en silence dans un dortoir, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a que des adultes qui ont ou n'ont pas fait leur devoir. Alors mettons-nous au travail au plus vite sur ces 11 articles. Nous avons de nombreux amendements à examiner, dont les premiers et les plus structurants sont ceux du gouvernement, Monsieur le Ministre. Leur adoption permettrait de garantir un texte avec une solidité et une opérationnalité maximale qui pourrait déboucher sur une inscription rapide du texte à l'ordre du jour du Sénat. Notre seul objectif, c'est une vraie loi. Votée ce soir avant minuit. Une vraie loi applicable, qui protège réellement les enfants avec la formation et la sensibilisation à la lutte contre les violences et le contrôle d'honorabilité pour tous les personnels, du public comme du privé, quel que soit leur statut. Une vraie loi qui permette de contrôler les établissements privés comme publics et d'assurer un nouveau dialogue pour plus d'efficacité. Une vraie loi qui passe de la culture de l'omerta à la culture du courage, avec le renforcement des obligations de dénonciation des crimes commis sur mineurs. Oui, je sais ce qu'on va nous opposer ce soir. Une crainte que ce texte remette en cause des libertés fondamentales, que l'enseignement catholique soit mis sous tutelle. Il ne s'agit pourtant pas ici de restreindre des libertés constitutionnellement garanties. Ni la liberté de conscience, ni la liberté d'enseignement ne sont menacées par cette proposition de loi. Il s'agit en revanche de faire systématiquement primer l'intérêt supérieur de l'enfant où qu'il se trouve, en ayant une pensée pour toutes les victimes passées que le manque de contrôle n'a pas protégées. C'est le moment d'agir avec force
par cette loi de notre République laïque, qui respecte chaque religion et respecte le caractère propre de chaque établissement sous contrat. Et aux collègues qui tentent par leurs amendements de limiter ces nouveaux contrôles, tout en disant qu'ils veulent protéger les enfants, je leur pose une question simple. À qui pensez-vous ce soir réellement ? À l'institution ou à l'enfant ? En tout cas, moi, j'ai choisi. Seule la primauté absolue du bien-être de l'enfant guide mon travail de rapporteur. Pour conclure, il y a un an, avec Paul Vanier, nous étions dans cette commission d'enquête à écouter des femmes et des hommes raconter leur enfance violée et volée. Certains avaient 60 ans, certains portaient ces blessures depuis 40 ans dans le silence. J'ai vu des visages, j'ai entendu des voix brisées, j'ai lu dans leurs yeux cette question qui nous était posée. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Ce soir, nous y répondrons. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. La parole est maintenant à Monsieur Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, merci d'avoir porté ce texte, car la question des violences sur le milieu scolaire nous place face à une responsabilité collective qui touche à ce que la République doit garantir de plus essentiel, la protection de chaque enfant qui lui est confié. La formule célèbre de l'école comme d'un sanctuaire que nous devons à Jean Zay a traversé le siècle. Mais il faut admettre que cet idéal n'a pas toujours été tenu. Les témoignages recueillis ces dernières années, et tout particulièrement ceux des victimes de l'institution Saint-Pierre de Bétharram, ont mis au jour des situations d'une gravité inouïe qui ne sauraient être ni minimisées, ni relativisées. Et je tiens après vous, Madame la députée, à saluer le courage des victimes qui ont réussi à parler, à dénoncer, à faire prendre conscience et à aboutir à un certain nombre de mesures sur lesquelles je reviendrai. Des enfants ont subi des violences physiques, psychologiques, sexuelles, dans des lieux qui avaient précisément vocation à les protéger. Même si certains de ces faits sont anciens, ils appellent une réponse à la hauteur à la fois en termes judiciaires, ce n'est évidemment pas le lieu ici, et en termes de cadre de protection et de prévention à venir, et c'est l'objet de la présente proposition de loi issue du travail conduit par la commission d'enquête et ses rapporteurs, vous, Madame la rapporteure, Violette Spilbou, ainsi que Monsieur le député Vanier. Ce texte a une ambition précise, fixer un cadre juridique clair pour que chaque alerte soit prise en compte, chaque signalement traité avec la diligence qu'il exige, et que chaque établissement, public ou privé, soit soumis à des règles strictes de prévention. Et vous savez que depuis mon arrivée, j'ai fait de la protection de l'enfance et de la santé des enfants à l'école l'une de mes 3 priorités, ce qui explique évidemment mon soutien à une grande partie des mesures que vous proposez. Avant de revenir sur ces quelques mesures, je voudrais peut-être partager avec vous un état des lieux lucide sur les atteintes aux mineurs qui me semblent justifier l'intervention législative. Les données publiées conjointement en janvier dernier par notre ministère et celui de l'égalité des femmes et des hommes dressent un tableau préoccupant que nous devons regarder en face sur les violences dont sont victimes les mineurs à l'école. Ces violences sexistes et sexuelles apparaissent dès l'école élémentaire, touchent beaucoup plus les filles que les garçons et ne cessent d'augmenter par la suite. En CM1, CM2, 15% des élèves déclarent avoir été victimes de voyeurisme dans les toilettes, 8% avoir été embrassés de force. Au collège, 15% des filles et 12% des garçons déclarent avoir été exposés à au moins une forme de violence sexuelle. Ces faits ne sont pas isolés. Ils concernent un nombre important d'élèves, filles comme garçons, dans tous les établissements, publics ou privés, sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire. L'adolescence constitue à cet égard un point de bascule et au lycée, les filles sont très largement surreprésentées parmi les victimes avec des conséquences sur leur bien-être et leur scolarité, puisque une lycéenne sur 10 déclare s'être absentée par peur au cours de l'année scolaire. Les réseaux sociaux amplifient ces phénomènes. Plus de 130 000 adolescents ont été exposés contre leur gré à des contenus sexuels en ligne et près d'un tiers des collégiennes déclarent avoir été victimes de cyberviolence. L'enquête Civis de l'ADEP, la Direction des études de la prospective et de la performance, confirme une réalité plus large. Dans le second degré, on recense 14 incidents graves pour 1000 élèves et jusqu'à 20 dans les lycées professionnels. Parmi ces incidents, 80% constituent des atteintes aux personnes. Nous sommes donc tenus à un devoir de vigilance et d'action sans relâche, car tant qu'un seul enfant est victime, aucun bilan ne pourra jamais nous satisfaire. Si la plupart des faits qui se produisent dans l'enceinte scolaire sont le fait d'enfants ou de jeunes entre eux, ils le sont parfois aussi, c'est l'objet de la présente loi, principal de la présente loi, du fait des adultes. C'est d'abord
le cas statistiquement des atteintes aux mineurs dans la sphère familiale. Je rappelle que 80% des cas de viol et d'agression sexuelle sur mineurs sont commis dans le cercle intrafamilial. Et il est aussi utile, je me permets de le faire ici, de rappeler à cet égard que l'école, qui est d'abord un lieu de confiance, est le premier auteur d'informations préoccupantes et de signalements au procureur de la République sur le terrain de l'article 40 du Code de procédure pénale, avec près de 80 000 signalements opérés l'année dernière d'après le service de défense et de sécurité du ministère. Mais c'est aussi le cas intolérable, ulcérant, d'adultes présents dans les murs de l'école. À cet égard, là aussi pour partager avec vous la réalité complète, le ministère de l'Éducation nationale révoque chaque année, pour ce qui est des établissements publics, entre 35 et 45 agents pour des motifs tirés de violences sexuelles ou sexistes, qui peuvent éventuellement être dirigés contre d'autres agents, auxquels il faut ajouter 5 à 7 révocations en moyenne, l'année dernière et cette année, pour le privé sous contrat. Depuis 2017, la vérification des fichiers B2, du fichier donc casier judiciaire, du fichier des auteurs d'infractions sexuelles et du fichier des auteurs d'infractions terroristes est systématique au moment du recrutement, et tous les personnels déjà en poste ont été vérifiés entre 2017 et 2019, ce qui a conduit d'ailleurs à l'époque à plusieurs dizaines de révocations. Ça, c'est pour évidemment la partie éducation nationale à l'école, mais vous savez que du côté du périscolaire, les révélations qui se sont succédées depuis le début de l'année ont également révélé des actes inqualifiables et qu'il nous faut, là aussi, combattre pour apporter une réponse ferme, déterminée, systématique, visant à la fois à interdire l'accès à l'enceinte scolaire à des individus ayant des antécédents, que ces antécédents aient été pénalement réprimés ou qu'ils aient fait l'objet d'une sanction administrative, à libérer la parole des victimes et à prévenir toute forme de violence. Deuxième élément sur lequel je me permets de revenir, c'est ce qui existe déjà et ce qui a été fait sans attendre la modification législative qui vous est proposée aujourd'hui. D'abord, à partir de mars 2025, avec le plan Brisons le silence, agissons ensemble, lancé par Elisabeth Borne, et articulé autour de 3 piliers, protéger les élèves, libérer leur parole et renforcer les contrôles. En pratique, l'application fait établissement opérationnel dans le public depuis 2017 a été étendue et rendue obligatoire aux établissements privés sous contrat. Très concrètement, donc, chaque établissement dispose désormais d'un cadre clair pour agir rapidement et les signalements remontent systématiquement au rectorat et montrent d'ailleurs une appropriation rapide ces derniers mois par les établissements privés sous contrat. Du côté de la libération de la parole, sur laquelle vous avez insisté, Madame la rapporteure, à juste titre, des questionnaires sont proposés aux élèves dans les contextes de plus grande vulnérabilité, une fois par trimestre pour les internes et au retour de chaque voyage scolaire avec nuitée. Expérimenté au printemps 2025 dans 7 académies, nous ne l'avons pas expérimenté pour tout simplement tester à la fois le vocable et l'efficacité et la bonne réception de ces questionnaires. Ils ont été généralisés à la rentrée à tous les établissements publics et privés. Toute réponse préoccupante déclenche une alerte immédiate que le chef d'établissement est tenu de traiter dans les 48 heures. Et enfin, le 119 a été renforcé puisque toute alerte concernant un établissement scolaire est désormais transmise aux équipes académiques avec le même délai garanti. Parallèlement, nous avons procédé à la mise en place d'un contrôle, c'est mon troisième point, systématique des établissements privés sous contrat. Il faut être lucide. Pendant très longtemps, les établissements privés sous contrat n'ont pas fait l'objet de contrôles systématiques. Ces contrôles, tout simplement, étaient ceux des inspecteurs qui venaient inspecter les professeurs dans leur classe, mais ça ne valait pas, évidemment, inspection, si vous me permettez l'expression, à 360 degrés. Depuis 2023, donc, nous avons mis en place progressivement un dispositif qui répond désormais à un plan de charge ambitieux et sur lequel je me permets de donner quelques éléments de bilan qui, je crois, éclairent utilement les débats qui vont suivre. Un point d'abord, pour rappeler donc que le privé sous contrat n'est pas, je vais dire de manière générale, sans contrôle. Les professeurs, ils sont des agents publics, recrutés par des concours organisés par l'État, rémunérés par l'État, inspectés par des inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale et qui se rendent chaque jour dans les établissements privés sous contrat. En revanche, ces établissements ont également des personnels de droit privé qui, eux, bien sûr, ne bénéficient pas du même contact régulier avec des inspecteurs de notre institution. S'agissant donc des contrôles qui ont été menés à 360 degrés, qui sont menés actuellement d'ailleurs, en volume d'abord, l'objectif qui sera tenu est d'avoir contrôlé 40% des établissements d'ici 2027, c'est-à-dire en 2 ans et demi, avec un mélange entre contrôle aléatoire et ciblage d'établissements pour lequel existent des interrogations ou des alertes, toute alerte déclenchant immédiatement une inspection. Lorsque les contrôles ont commencé l'année dernière, la majorité se faisait sur pièce, les 2 tiers environ, seulement 1 tiers sur place. J'ai souhaité renverser cette perspective et désormais les contrôles sur place représentent 70% des contrôles.
En termes qualitatifs, un guide de contrôle a été élaboré. Il précise donc les modalités d'intervention. Il clarifie le cadre juridique qui était parfois flou tout simplement parce qu'il n'avait jamais été précisé ou interrogé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce guide a été présenté aux 4 réseaux, catholiques, juifs, laïcs, musulmans, catholiques, juifs, laïcs et musulmans, ce qui a permis de clarifier les règles applicables. Et parallèlement, une instruction interministérielle co-signée par les ministères de l'Éducation nationale et des Finances publiques, c'est important, a précisé les modalités de collaboration entre les services sur le volet financier du fonctionnement des établissements. En termes de résultats, donc, plus de 1500 contrôles ont été réalisés ou sont en cours dans ces établissements, dont 1135 qui ont d'ores et déjà été finalisés. Et s'agissant des suites, 28,6% des contrôles ont donné lieu à des mises en demeure ou des recommandations, pour des raisons très diverses que je tiens à votre disposition. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est important de les avoir en tête. 28% de manquements d'ordre pédagogique, avec des variations évidemment importantes. 18% de ces mises en demeure comportent des manquements administratifs, et notamment des enjeux autour de la mise à jour des avenants des contrats, et puis qui objectivement d'ailleurs implique aussi l'institution qui n'a pas toujours veillé à ces avenants. Et 25% de ces recommandations mises en demeure comportent des manquements relatifs à la vie scolaire. Enfin, 6 contrôles, donc sur ces 1500, ont donné lieu à des signalements par les inspecteurs au procureur de la République contre des personnels qui s'étaient rendus coupables de maltraitances diverses sur des mineurs dont ils avaient la charge. Et le même effort s'étend évidemment au périscolaire, dont le nombre de contrôles a été augmenté de 70% depuis 2 ans. Malgré ces avancées, la réalité persiste. Nous détectons encore aujourd'hui, nous recevons encore des signalements, évidemment, malheureusement, réguliers, de violences sexistes et sexuelles, mais qui précisément montrent que la parole se libère. Pour vous en donner l'idée exacte, 255 signalements de violences sexistes et sexuelles mettant en cause des adultes au contact d'élèves ont été enregistrés depuis le début de l'année, à la fois pour le scolaire et pour le périscolaire, pour ceux qui nous ont été signalés. 88% concernent des personnels du public, pour ce qui est des personnels non périscolaires, et 12% concernent des personnels du privé. Face à chaque signalement, la réponse est immédiate et sans concession. Transmission aux autorités judiciaires chaque fois que les faits, évidemment, le justifient. Suspension administrative des personnels mis en cause. Accompagnement renforcé des victimes par des cellules dédiées. Et notre réponse, et je crois que c'est important car ce soir j'ai aussi à l'esprit ce qui se passe dans le périscolaire, ne peut souffrir de frontières administratives. Lorsqu'un parent dépose son enfant à l'école, il doit être sûr que celui-ci est protégé de la porte à la porte. C'est pourquoi, vous le savez, j'ai nommé une déléguée à la protection des enfants à l'école, qui est le point de contact unique pour tous les parents dont la situation aurait été mal prise en charge ou qui considéraient que leur situation n'a pas été prise en charge, pour tout simplement mettre les parties très rapidement autour de la table et apporter la meilleure réponse aux enfants et à leurs familles. Notre exigence est simple, 0 tolérance, 0 impunité. Enfin, donc, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, je vous en remercie, dans le cadre du projet de loi sur la protection de l'enfance, le gouvernement porte 2 sujets sur lesquels je me suis particulièrement investi. D'abord, les contrôles d'honorabilité étendus à tous les intervenants, associatifs ou professionnels, bénévoles ou professionnels, qui interviennent dans les murs de l'école. Et ensuite, donc, les contrôles d'honorabilité cycliques pour les personnels. Je serai d'ailleurs je serai amené tout à l'heure à vous proposer un amendement du gouvernement pour être sûr que le premier texte qui sera adopté puisse immédiatement s'appliquer en la matière. Le deuxième élément, à mon avis, essentiel, c'est la constitution d'un fichier des adultes interdits d'école, issu d'une liste noire propre à l'Éducation nationale, qui sera croisé avec le fichier des cadres interdits du périscolaire et des sports. Puisque vous savez que l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsqu'un agent par exemple du périscolaire ou un agent scolaire d'ailleurs, fait l'objet d'une sanction administrative, donc d'une sanction disciplinaire, c'est-à-dire qu'il est révoqué à raison de son comportement avec les mineurs, il n'est pas identifié comme tel et par conséquent, il peut aussi bien d'ailleurs revenir potentiellement dans une autre académie du ministère de l'Éducation nationale que passer d'un service à l'autre. Autrement dit, si je le chasse, pardon l'expression de l'Éducation nationale, il peut revenir dans le périscolaire et si je le chasse du périscolaire, il peut revenir au niveau des clubs sportifs. Dans le cadre de l'autorisation que nous sollicitons du législateur, ceci ne sera plus possible, puisqu'il y aura une continuité totale entre les 3 contrôles, et que par conséquent, chaque employeur sera en situation d'interroger une base pour s'assurer que la personne n'a pas fait l'objet d'une
sanction administrative d'éviction à raison de son comportement à l'encontre des mineurs. Et donc très concrètement, il y aura un contrôle systématique des antécédents judiciaires pour tous les intervenants occasionnels, associatifs ou professionnels, via une attestation d'honorabilité générée par QR code, et l'éviction de toute personne présentant un risque pour les mineurs, même sans condamnation pénale, dès lors que la condamnation administrative, elle, sera intervenue. Sur votre proposition de loi, enfin, ses principales mesures, elle vient renforcer donc les outils juridiques pour prévenir et sanctionner les violences et traduit en obligation ce que vous avez recommandé dans le cadre de votre rapport, monsieur le député et madame la rapporteure, et ce que nous avons engagé pour la partie réglementaire dans les faits. Je me permets toutefois de revenir sur 2 mesures de ce texte qui appellent peut-être à titre général une attention particulière. L'article 1er vise à reconnaître symboliquement les violences dont les enfants ou jeunes concernés ont été les effroyables victimes. Et évidemment, nous ne pouvons que soutenir une telle reconnaissance symbolique. Dans sa rédaction actuelle, il pose toutefois en lien avec son article 2 une forme de responsabilité universelle de l'État qui serait non seulement à l'origine de la commission de la perpétuation d'actes faute de contrôle, mais qui serait aussi tenu de réparer en lieu et place des auteurs les dommages subis par les victimes via un fonds d'indemnisation. Cette articulation semble au gouvernement problématique en l'état de la rédaction. Nous ne pouvons en effet collectivement effacer, au risque de se tromper de combat, la responsabilité première des violences commises sur des mineurs qui incombe à leurs auteurs. Ce sont ces auteurs qui doivent prioritairement être poursuivis, identifiés, sanctionnés, traduits en justice et condamnés. Il appartient ensuite, bien sûr, aux établissements scolaires et à l'État de prévenir ces violences, sous le contrôle de la puissance publique. Laquelle puissance publique, y compris d'ailleurs les collectivités pour le périscolaire, doit s'assurer que des mesures concrètes sont bien mises en place. Si la responsabilité de l'État peut bien sûr être engagée en cas de défaillance de sa part, il nous semble que ça doit être fait selon les règles habituelles du contentieux administratif, une responsabilité pour faute en cas de carence, une responsabilité éventuellement sans faute dans certaines circonstances particulières. En revanche, il nous semble discutable de partir du principe que l'État viendrait indemniser ab initio les crimes commis par des tiers, tout comme il nous semblerait difficilement acceptable que l'État prenne en charge l'indemnisation en cas de carence d'autres collectivités publiques, comme les communes en charge du périscolaire, et ce, alors même qu'il n'a pas la responsabilité des agents auteurs de ces crimes. Et dernier point enfin, le fonds d'indemnisation tel qu'il est imaginé à ce stade dans la rédaction actuelle, nous sommes soulevés des incertitudes au regard de sa coexistence avec les mécanismes existants, comme le fonds de garantie des victimes, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions action civile, au risque de complexifier le parcours des victimes plutôt que de le simplifier. Et c'est pour cette raison que nous proposerons tout à l'heure de confier au préalable une mission d'évaluation afin de nous assurer du besoin réel de ce fonds dédié, et qu'en tout cas, il nous semble que nous ne pourrons pas simplement nous prévoir une substitution de l'État aux auteurs qui restent les criminels et doivent être à ce titre condamnés avec la plus grande fermeté. Sur ces différents sujets, mesdames et messieurs les députés, je suis intimement convaincu que nous pourrons trouver le chemin commun de la lutte contre les violences faites aux enfants, leur réparation et leur prévention absolue. 3 principes doivent nous guider: contrôler les comportements, recueillir et écouter systématiquement la parole des enfants, et en particulier des élèves, garantir des règles communes à tous les établissements sans exception, car hélas, des crimes ont été commis dans tous les types d'établissements. Si l'immense majorité de l'institution scolaire, je le rappelle, quel que soit le statut d'établissement et celui de ses personnels, offre un cadre protecteur, un seul crime, un seul criminel, suffiront toujours à fragiliser ce contrat en altérant durablement la vie d'élèves dont nous avons la charge. Ce débat nous dépasse tous. Il interroge le type de société que nous voulons construire. Une société où l'école est un sanctuaire véritable, où aucun enfant ne craint pour son intégrité, où la parole des victimes est entendue, écoutée, respectée, et où les auteurs de violences répondent personnellement, conformément au principe de personnalité des sanctions en droit pénal, de leurs actes inqualifiables. C'est un devoir non négociable, et c'est d'ensemble, au-delà des différences et des clivages, que je crois nous devons y répondre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en arrivons à la discussion générale. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la parole est à Monsieur Philippe Fay. Prendre la parole aujourd'hui sur ce texte n'est pas un exercice parlementaire ordinaire. Car derrière les dispositions que nous examinons, derrière les articles de loi et les références juridiques, il y a des vies d'enfants bouleversés. Il y a des femmes et des hommes qui, parfois plusieurs décennies après les faits,
portent encore les blessures laissées par des violences qu'ils ont subies, là où ils auraient dû trouver protection, confiance, émancipation, l'école. Les révélations successives de ces dernières années, de Bétharram à Riaumont, en passant par d'autres établissements de notre pays, ont fait tomber un mur de silence qui semblait parfois infranchissable. Elles ont mis au jour des violences physiques, psychologiques et sexuelles d'une gravité extrême. Elles ont également révélé des défaillances institutionnelles, des contrôles insuffisants, des alertes ignorées et trop souvent une forme de résignation collective. Avant toute chose, je veux avoir une pensée pour les victimes. Je veux saluer leur courage. Car sans leur détermination à témoigner, sans leur force pour briser l'omerta, nous ne serions probablement pas réunis aujourd'hui pour débattre de ce texte. Cette proposition de loi constitue d'abord un acte de reconnaissance. Reconnaissance des souffrances endurées, reconnaissance des défaillances qui ont permis à ces violences de perdurer, reconnaissance enfin de la responsabilité qui incombe à la puissance publique lorsqu'elle n'a pas su protéger les plus vulnérables. Je souhaite également saluer le travail remarquable conduit par la commission d'enquête parlementaire, présidée par notre collègue Fathia Keloachi et rapportée par Violette Spielbout et Paul Vanier. Un rapport adopté à l'unanimité. Dans une période où le débat public est souvent marqué par les oppositions, cette unanimité mérite d'être soulignée. Elle démontre que lorsqu'il s'agit de protéger les enfants, les clivages doivent s'effacer devant l'intérêt général. Mes chers collègues, cette proposition de loi repose sur une conviction simple. Aucune institution, aucune organisation, aucune tradition, aucun statut ne peut être placé au-dessus de la protection de l'enfant. C'est pourquoi nous soutenons pleinement le renforcement des contrôles d'honorabilité. C'est pourquoi nous approuvons l'instauration de contrôles réguliers des établissements privés sous contrat. C'est pourquoi nous considérons comme légitime la création d'outils permettant une meilleure traçabilité des sanctions disciplinaires. Nous soutenons également les dispositions visant à renforcer la prévention et la formation. Car protéger les enfants ne consiste pas uniquement à sanctionner après coup. Protéger les enfants, c'est aussi apprendre à détecter les signaux faibles, à identifier les situations à risque et à libérer la parole avant que le pire ne survienne. L'école doit être un lieu où l'on apprend à lire, à écrire, à compter, à comprendre le monde. Elle doit également être un lieu où chaque enfant sait qu'il peut être entendu, protégé et respecté. Je souhaite également évoquer un point fondamental de ce texte, la question du contrôle. Le groupe Horizon est profondément attaché à la liberté de l'enseignement. Cette liberté est une richesse de notre République, mais elle ne saurait être interprétée comme une liberté de se soustraire au regard de l'État. Lorsque la nation confie ses enfants à un établissement scolaire, lorsque l'argent public finance son fonctionnement, il est parfaitement légitime que la République s'assure que les règles soient respectées et que la sécurité des élèves soit pleinement garantie. La confiance n'exclut jamais le contrôle, bien au contraire. Mes chers collègues, au fond, la question qui nous est posée aujourd'hui est simple. Quel message souhaitons-nous adresser aux enfants de notre pays? Voulons-nous leur dire que les violences qu'ils ont subies appartiennent au passé et qu'il faut tourner la page? Ou voulons-nous leur dire que la République les a entendus, qu'elle a compris ses erreurs et qu'elle met tout en œuvre pour qu'aucun enfant ne revive demain ce que d'autres ont subi hier? Pour le groupe Horizon et Indépendants, la réponse ne souffre aucune hésitation. La protection de l'enfance constitue l'une des missions les plus fondamentales de l'État. Parce qu'il n'existe aucune politique publique plus importante que celle qui consiste à protéger un enfant. Parce qu'il n'existe aucun combat plus légitime que celui de la dignité et de la sécurité des plus vulnérables. Et parce qu'une République se juge toujours à la manière dont elle protège sa jeunesse. Pour toutes ces raisons, le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à monsieur Stéphane Lenormand. Je serai bref, même si en tant qu'ancien enseignant, ce texte me touche particulièrement. Enseigner, c'est transmettre des savoir-faire, des connaissances, bien sûr, mais c'est d'abord protéger les enfants que l'on nous confie. On ne peut séparer les deux. Et c'est précisément pour cela que cette proposition de loi nous renvoie à un échec collectif. Depuis des années, partout en France, des enfants ont subi des violences, là justement où ils auraient dû être à l'abri. Pire encore, certains n'ont pas été entendus lorsqu'ils ont tenté de parler ou n'ont pas été crus lorsqu'ils ont trouvé le courage de le faire. L'affaire Bétharram a servi de révélateur, mais aussi a libéré la parole. En réalité, le pensionnat des Pyrénées est l'arbre qui cache la forêt. Les témoignages qui continuent d'émerger partout sur le territoire et dans tout type d'établissement le prouvent. Dans ces conditions, le groupe LIOT soutient ce texte que nous trouvons équilibré.
Il s'agit aujourd'hui de tirer les leçons d'une faillite institutionnelle majeure. D'abord, il fait reconnaître par la nation la gravité des violences subies par ces enfants. C'était indispensable. Tout comme il est pour moi indispensable d'affirmer que si certaines de ces violences ont pu advenir et durer, c'est aussi à cause d'une carence de contrôle qui incombe à l'État. Ensuite, le texte inscrit un nouvel article dans le Code de l'éducation. Aucun enfant ne doit subir des violences ni de traitements humiliants ou dégradants à l'école. On pourrait croire que cela va de soi, mais les faits qui nous réunissent aujourd'hui prouvent le contraire. Je me réjouis d'ailleurs qu'un amendement de notre groupe ait permis d'y rajouter que l'école doit garantir en son sein le respect de la dignité et de l'intégrité physique comme psychologique des élèves et des étudiants. Le texte propose aussi des avancées, Madame la rapporteure, en matière de prévention et de sensibilisation des élèves. C'est une bonne chose. Par ailleurs, nous soutenons le renforcement du contrôle de l'honorabilité des adultes en contact des mineurs et le meilleur suivi des sanctions disciplinaires que nous propose ce texte. Pour qu'un fait grave ne puisse plus passer sous les radars ni être oublié au moment d'un changement d'établissement, par exemple. En ce sens, nous sommes favorables à la réécriture proposée par le gouvernement qui propose de pouvoir écarter un intervenant, même non condamné, dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de le croire dangereux pour des mineurs, et de créer ainsi une liste noire des personnes révoquées de l'éducation nationale pour qu'on ne le retrouve plus demain dans un autre établissement. Enfin, le renforcement du contrôle de l'État sur l'enseignement privé sous contrat est à nos yeux indispensable. Pour le groupe LIOT, cette proposition de loi remplit donc ses objectifs. Reste l'essentiel, il faudra des moyens humains, une doctrine de contrôle claire, une vraie formation des personnels et une capacité des suivis des rectorats. Sans ça, les mots resteront des mots. Mais elle pose les bons jalons. Reconnaître, prévenir, contrôler, sanctionner, réparer. C'est pourquoi nous la soutiendrons. Protéger les enfants à l'école est une exigence absolue de notre pacte social. Nous avons aussi cette responsabilité d'avoir un débat le plus consensuel possible, car il y a des victimes qui nous regardent. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, la parole est à madame Soumia Bouroua. Chaque année, en France, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles selon les estimations de la Civise. Dans 77% des cas, ces violences sont commises au sein du cercle familial. À ces chiffres déjà insoutenables s'ajoutent les enfants victimes de violences physiques et psychologiques. Lorsqu'un parent confie chaque matin son enfant à l'école, jamais il ne pourrait imaginer que celui-ci puisse y subir des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. L'école devrait être un sanctuaire, un lieu de protection, d'émancipation et de confiance. Puis sont venues les révélations de l'affaire Betaram, dévoilant l'ampleur de l'horreur. Cette affaire est devenue le symbole d'une réalité bien plus vaste, celle de nombreux établissements, majoritairement privés sous contrat, dans lesquels, durant des décennies, des enfants ont été victimes d'actes d'une extrême gravité commis par celles et ceux auxquels ils avaient été confiés en toute confiance. De Notre-Dame du Sacré-Cœur à Dax, à Notre-Dame de Caraison à Moléon-Moniac, du Bon Pasteur à Angers, à l'Institut Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine, plus de 80 collectifs de victimes se sont constitués à travers le pays. Ces enfants devenus adultes témoignent aujourd'hui avec une force et une dignité remarquables des violences qu'ils ont subies dans des établissements où l'État a failli à son devoir fondamental de protection. Leur témoignage nous rappelle également que ces violences ne prennent pas fin avec l'enfance. Elles continuent parfois de détruire des vies bien des années après les faits. Les traumatismes, les souffrances physiques et les blessures laissées par ces violences accompagnent encore aujourd'hui de nombreuses victimes devenues adultes. Je souhaite ici rendre hommage à leur courage, à leur détermination. Grâce à eux, l'omerta recule. Grâce à eux, la parole se libère. Grâce à eux, la protection des enfants ne pourra plus être sacrifiée à la préservation de la réputation d'un établissement. La commission d'enquête consacrée
aux modalités de contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires a joué un rôle décisif pour comprendre comment ces violences ont pu, pendant si longtemps, exercer et perdurer. Elle a mis en lumière non seulement les violences commises, mais aussi les défaillances graves de l'État. Des contrôles insuffisants, parfois inexistants, des signalements insuffisamment suivis, une absence de réaction face à certaines alertes et, trop souvent, une forme de déni institutionnel. Les lanceurs d'alerte ont parfois été disqualifiés, ignorés, voire menacés. De ce rapport particulièrement accablant pour les pouvoirs publics sont issues une cinquantaine de recommandations qui poursuivent une exigence simple: faire en sorte que plus jamais un enfant ne soit victime de violences au sein de l'établissement scolaire. Elle appelle notamment à renforcer les contrôles, améliorer le traitement des signalements et garantir une meilleure protection des élèves. Je tiens à saluer l'engagement et le travail de nos collègues Violette Spilbou et Paul Vannier. Leur proposition de loi constitue une avancée majeure. Elle reconnaît la responsabilité de l'État dans la commission et la perpétuation des violences en milieu scolaire. Elle ouvre la voie à une indemnisation des victimes et renforce notamment les contrôles dans les établissements privés sous contrat et les internats. Désormais, nous savons, et parce que nous savons, cette proposition de loi nous oblige. Elle doit être mise un terme définitif à la loi du silence, à l'inaction des pouvoirs publics et à cette logique qui a trop longtemps consisté à préserver la réputation d'un établissement ou de ses responsables au détriment de la protection des enfants. Enfin, si les travaux de la Commission ont porté sur le milieu scolaire, l'actualité récente nous rappelle que la vigilance doit s'exercer partout où des enfants sont confiés à des adultes. Les révélations concernant certaines structures périscolaires ont mis en lumière des dysfonctionnements graves et des situations dans lesquelles des personnes faisant l'objet de signalements ont pu continuer à exercer auprès d'enfants. Elle nous rappelle que le combat pour la protection de l'enfance ne s'arrête pas aux portes de l'école et qu'il nous faudra poursuivre ce travail dans tous les espaces accueillant des mineurs. Il reste beaucoup de choses à accomplir et cette proposition de loi ne réparera pas à elle seule les décennies de silence et de défaillance, mais elle constitue une étape essentielle pour que plus jamais la protection des enfants ne passe avant la protection des institutions. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe de l'Union des droites pour la République, la parole est à Monsieur Maxime Michelet. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est attendue. Attendue par les victimes, leurs familles, par tous ceux dont l'enfance a été ravagée, par les violences de ceux à qui ils avaient été confiés et par la lâcheté de ceux qui ont fermé les yeux. Rien n'est plus sacré, chers collègues, que l'enfance. Les enfants d'une nation en constituent l'avenir et la sécurité des enfants est la garantie de toutes nos sécurités. Car une société où les enfants grandissent et s'épanouissent sans danger est une société sûre et saine, confiante en son avenir. En somme, la dignité de l'enfance est le maître étalon de la dignité d'une société. Et nous avons le devoir collectif de garantir à tous les enfants de France une enfance digne de celle du roman d'un enfant, chef-d'œuvre lumineux de Pierre Loti. Toutes les mesures qui renforcent la protection de l'enfance en milieu scolaire dans cette proposition de loi recevront donc naturellement l'appui inconditionnel du groupe UDR. La reconnaissance officielle des victimes, de la responsabilité de l'État, l'assurance d'une scolarité sans violence, la formation des personnels, la mémoire des sanctions, l'échelle des sanctions, le contrôle d'honorabilité, la régularité des inspections, toutes ces mesures peuvent compter sur nos voix. Mais malheureusement, en ces articles 7, 8 et 9, la proposition de loi ne s'occupe plus tant de protéger les enfants que de réguler l'enseignement privé. Alors même qu'en son article 1er, dans la rédaction adoptée par la Commission, la proposition de loi reconnaît que les défaillances de l'État en matière de contrôle sont un élément constitutif de l'impunité avec laquelle ces violences ont pu se produire. Le texte, tout particulièrement son article 7, semble faire peser sur l'enseignement privé un soupçon systémique. Soupçon à laquelle répondent des mesures aussi discrètes qu'attentatoires aux équilibres de notre système de liberté d'enseignement. Qu'il s'agisse de l'abrogation discrète de 2 phrases du Code de l'éducation qui lèvent de vieilles garanties, ou qu'il s'agisse de l'entrée discrète au sein du Conseil académique de l'enseignement privé de représentants de l'enseignement public, ou encore qu'il s'agisse de la discrète mission de contrôle de la mixité sociale des établissements privés confiée à ce même Conseil, le groupe UDR s'oppose à ces évolutions qui nous apparaissent comme hors sujet
et n'apporteront rien à l'enjeu qui nous réunit de mieux protéger nos enfants. Mais un point plus important encore suscite notre inquiétude. La semaine passée en commission, le groupe UDR a été le seul à pointer du doigt la discrète mais radicale transformation des contrats simples et d'association en contrats à durée déterminée. Sans que la loi n'en précise la récurrence ou les conditions, abandonnant ces modalités au champ réglementaire du ministère, la proposition de loi introduirait ainsi une profonde évolution de la nature des contrats qui lient les établissements d'enseignement privés à l'État. Depuis 1959 pour les contrats d'association et depuis 1971 pour les contrats simples, jamais telle évolution n'avait été introduite. Elle créerait une insécurité contractuelle sans précédent, constituerait un tournant dans l'histoire du modèle français de liberté d'enseignement et n'apporterait rien de plus à la protection de l'enfance. Nous proposerons donc la suppression de cette notion de renouvellement au cours des débats. Bien évidemment, au-delà des questions propres à l'enseignement privé, la question du secret de la confession traitée à l'article 9 est un autre point d'achoppement important qui mérite un débat sérieux, un débat serein sur l'efficacité concrète de cette mesure et sur l'atteinte aux libertés de culte et de conscience qu'elle pourrait constituer. Madame la rapporteure, malgré les désaccords si avant évoqués, permettez-moi de saluer tout de même l'esprit avec lequel vous avez mené les débats sur une proposition de loi qui ne manque pourtant pas de sujets clivants. Et je parle sous le contrôle de notre président, il faut reconnaître que nos débats en commission ont été marqués par un calme qui n'est pas forcément le quotidien de notre commission, surtout sur des sujets aussi clivants. Et je voulais rendre hommage ici à notre commission et à vous-même, Madame la rapporteure, à ce sujet. Cependant, il me faut aussi constater que dans ces discussions, la gauche, qui a coécrit ce texte, a obtenu bien davantage que la droite en termes d'évolution du texte. J'en appelle donc à une ouverture du côté de nos bancs au cours des débats qui vont s'ouvrir pour trouver le chemin d'un véritable consensus qui demeure fidèlement attaché à l'ambition qui nous rassemble, qui ne méconnaît pas les garanties offertes de longue date à la liberté d'enseignement et qui offre de vraies et solides garanties à la protection de nos enfants. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le Rassemblement national, la parole est à monsieur Roger Chudeau. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire. Cette PPL fait suite aux conclusions de la commission d'enquête portant sur les modalités du contrôle de l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, adoptée le 25 juin 2025. Excusez-moi. Le groupe RN, qui avait voté pour la création de cette commission d'enquête et avait adopté son rapport final, approuve et soutient l'initiative de Madame la rapporteure Spielbout. Nous regrettons cependant que cette PPL ne soit pas transpartisane, car son objet aurait été très probablement recueilli l'adhésion de tous les groupes de notre Assemblée. Mais ce n'est pas le lieu, ici, de faire de la politique politicienne. Nous adhérons donc pleinement aux intentions et à la philosophie de cette proposition de loi. Oui, il est inadmissible et révoltant que des élèves soient maltraités, agressés, parfois sexuellement, par les adultes qui ont pour mission de les enseigner, et ceci au sein d'établissements publics ou privés dont le devoir est d'éduquer et de protéger les enfants que leur confie leur famille. Oui, sans aucun doute, les institutions scolaires ont failli dans leur mission de protection de la jeunesse, de sûreté et d'éducation. Oui, il faut le reconnaître solennellement et légiférer pour une juste réparation et pour que ces pratiques soient éradiquées et disparaissent du paysage éducatif de notre pays. De ce point de vue, cette proposition de loi satisfait, selon nous, l'obligation morale qui découle pour notre Assemblée de se placer du côté des victimes et de tirer les leçons des conclusions de la commission d'enquête que j'ai citée plus haut. Cela vaut pour les articles 1 à 6 inclus. Nous exprimons cependant les plus vives réserves s'agissant des articles 7 à 9 qui, selon nous, sont complètement étrangers au sujet central et unique de la proposition de loi, à savoir la protection des enfants et la lutte contre les violences scolaires. Car en effet, ces articles n'ont plus pour objet les enfants ou les élèves, mais prennent littéralement pour cible l'enseignement privé sous contrat d'association. Nous ne percevons pas le rapport qui lirait jusque dans la loi la lutte contre la violence et l'enseignement privé spécifiquement désignés. Pour nous, il y a pratiquement 2 lois dans cette PPL. Car la violence scolaire s'exerce évidemment aussi bien dans les établissements publics, et ceci quasi quotidiennement, que dans les établissements privés sous contrat et hors contrat. Dois-je rappeler qu'elle s'exerce aussi dans les activités périscolaires municipales, comme le démontre le scandale qui, depuis des mois, touche Paris notamment. Alors pourquoi inclure dans cette PPL de protection des enfants des articles exclusivement dédiés au renforcement des contrôles de l'enseignement diocésain ? N'est-ce pas induire, laisser entendre, suggérer que ce serait surtout dans les établissements catholiques que se trouverait la source principale des violences dont sont victimes les élèves ?
Mes chers collègues, ce que la logique peine à voir, le regard politique l'éclaire hélas crûment. Nous sommes tentés de croire que derrière la façade aimablement juridique et technique des articles 6 à 9 pourraient se manifester des intentions politiques inavouées portées essentiellement par la France insoumise. Nul n'ignore ici que l'extrême gauche de cet hémicycle a depuis des années entamé une croisade contre l'enseignement diocésain, coupable de tous les maux, discrimination sociale, autoritarisme, captation des deniers publics et maintenant, sur le mode de la suggestion, j'en conviens, maltraitance sur enfants. Nous ne pouvons donc ni cautionner ni admettre ce qui s'apparente dans cette proposition de loi à une forme de tentative d'amalgame et de manipulation politique de la représentation nationale. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le groupe Rassemblement national n'est pas ici, en l'occurrence, le lobbyiste de l'enseignement catholique. Il défend un principe constitutionnel, la liberté d'enseignement, et un principe légal, le caractère propre de l'enseignement catholique. Nous ne voulons pas qu'une loi de protection de l'enfance devienne par la même occasion un cheval de Troie pour remettre en cause la liberté de l'enseignement. Nous pensons que la cause de la protection des enfants est une cause sacrée et qu'elle ne doit pas être le prétexte de manœuvres politiciennes. C'est pourquoi nous invitons la représentation nationale à ne pas être dupe de cette grossière manœuvre et à rejeter les articles 7 à 9 de cette proposition de loi. Quant à nous, nos positions de vote et notre vote final tiendront le plus grand compte de l'évolution de ce texte et notamment de ses articles les plus problématiques. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Ensemble pour la République, la parole est à madame Julie Delpech. Il y a quelques mois encore, beaucoup voulaient croire que les violences commises dans certains établissements scolaires relevaient d'exceptions isolées. Puis les témoignages et les scandales se sont multipliés. Les révélations de Bétarame, de Riaumont, de Garaison et de tant d'autres établissements ont peu à peu révélé une réalité bien plus structurelle et dérangeante. Une réalité que les victimes, elles, connaissaient depuis longtemps. Pendant des décennies, des enfants ont subi des violences physiques, psychologiques et sexuelles dans des lieux qui auraient dû être ceux de l'apprentissage et de la protection. Des alertes ont existé sans toujours produire les conséquences qu'elles auraient dû produire. Et lorsque la représentation nationale a décidé de se saisir de cette question, à travers la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, les témoignages recueillis ont confirmé l'ampleur du problème. J'ai eu l'honneur de participer à ces travaux. Nous avons auditionné près de 140 personnes, analysé des milliers de documents, mais surtout, nous avons écouté les collectifs de victimes et les membres des équipes pédagogiques, dont certains sont dans les tribunes aujourd'hui. Je tiens à les saluer et à les remercier pour leur témoignage et leur courage. Des femmes et des hommes qui, parfois, plusieurs décennies après les faits, sont venus raconter ce qu'ils avaient subi et ce qui les avait le plus souvent marqués. Le silence des institutions, l'absence de réaction et le sentiment de ne pas avoir été protégés. C'est de cette réalité qu'est née la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Je veux saluer le travail de notre rapporteur qui a porté ce texte avec détermination, ainsi que l'ensemble des membres de la commission d'enquête. Car ce texte poursuit un objectif simple, tirer les conséquences de ce que nous avons appris. Il renforce la prévention, améliore le contrôle, consolide les mécanismes de signalement et apporte également une reconnaissance attendue par de nombreuses victimes. Surtout, il affirme un principe qui devrait tous nous rassembler. Aucun enfant ne doit être exposé à des violences de la part d'adultes auxquels il est confié. Le groupe Ensemble pour la République partage cette ambition. Pour autant, alors que nous abordons l'examen de ce texte en séance publique, nous avons une responsabilité collective, celle de préserver ce qui fait sa force, sa capacité à traduire les enseignements de la commission d'enquête et à déboucher sur des avancées concrètes. Je le dis ici simplement, plusieurs modifications adoptées en commission nous paraissent fragiliser cet équilibre. Je pense notamment à la rédaction de l'article 1er. Reconnaître les défaillances qui ont pu exister est une nécessité, mais nous devons aussi veiller à ne pas brouiller les messages adressés aux victimes. Les premiers responsables des violences commises contre des enfants demeurent ceux qui les ont commises. Les auteurs doivent rester au centre de la responsabilité pénale, morale et sociale que nous entendons affirmer. L'État doit contrôler, prévenir, protéger et sanctionner, mais il ne saurait être présenté comme le premier responsable de ces violences. Au-delà de ce point, je forme le vœu que nos débats soient guidés par un seul objectif, l'intérêt des enfants. Ce texte est attendu par les victimes, par leurs familles et par tous ceux qui demandent que les enseignements de ces scandales débouchent enfin sur des changements concrets. Nous savons également que le temps parlementaire qui nous est imparti est contraint.
C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de chacun. Sachons distinguer l'essentiel pour pouvoir préserver les avancées qui font consensus. Ne nous empêchons pas de corriger les dispositions qui méritent encore de l'être afin de permettre à ce texte d'aller à son terme. Car derrière nos débats, il y a une exigence qui nous dépasse tous. Faire en sorte que plus aucun enfant ne puisse être laissé seul face à la violence dans un établissement qui avait pour mission de le protéger. Ce n'est ni avec des postures ni avec du dogmatisme que nous parviendrons à cela. C'est dans cet esprit que le groupe Ensemble pour la République abordera l'examen de cette proposition de loi. Nous soutiendrons ce texte, car lorsque les faits sont établis, le courage politique consiste à en tirer les conséquences. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe de la France Insoumise Nouveau Front Populaire, la parole est à Monsieur Paul Vannier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chère Violette Spilbout, chers collègues. À Bétharram, Riaumont, Notre-Dame de Garaison, à Bayen, au Bon Pasteur ou au Relais-Quérion, ils sont des dizaines de milliers d'élèves à avoir connu la violence des adultes. Et ils sont si nombreux, en ce moment même, à la subir encore, comme nous le relève notamment l'ampleur des crimes commis dans le périscolaire à Paris. Ces violences tuent, détruisent des vies lorsque des décennies plus tard, les insultes, les coups, les viols persistent à travers leur traumatisme. Leur responsabilité incombe bien sûr aux agresseurs, mais aussi à des institutions, au premier rang desquelles l'État, chargé d'accueillir, d'éduquer et de protéger les élèves à l'école. Pendant des décennies, l'État a failli, renonçant par aveuglement partisan à ses missions de prévention et de contrôle, pendant des décennies et jusqu'à aujourd'hui, au prétexte de ce que certains nomment guerre scolaire pour justifier l'inaction, des enfants qui parlaient, des familles qui interpellaient, des enseignants qui alertaient ont été méprisés, ignorés, parfois réprimés. C'était l'omerta. Mais elle est, grâce à la force et au courage des victimes, en passe d'être brisée. Et c'est là qu'il nous revient d'agir pour accompagner ce puissant mouvement culturel, social, politique de la libération de la parole autour des violences commises sur des enfants en milieu scolaire. Dans une 5e République à l'agonie, où nous, députés, sommes systématiquement empêchés, écrasés, dépossédés par le pouvoir exécutif, la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui témoigne de l'utilité du Parlement. Elle est l'aboutissement de plus d'1 an d'action amorcée par la question que j'ai adressée dans cet hémicycle le 11 février 2025 au Premier ministre François Bayrou, alors qu'éclatait l'affaire Bétharram. À sa suite, l'Assemblée nationale a permis la création d'une commission d'enquête, nous désignant Violette Spilbout et moi-même comme ses co-rapporteurs, puis notre rapport et nos 50 recommandations furent adoptées à l'unanimité. Mais cela n'était pas suffisant, eu égard à la gravité des enjeux et des défaillances constatées. Alors, avec Violette Spilbout, nous avons constitué un comité de suivi forgeant une alliance aussi large qu'inédite entre députés, collectifs de victimes, lanceuses d'alerte, organisations des personnels et fédérations des parents d'élèves du public et du privé, chercheurs. Avec ce comité de suivi, que je remercie pour sa contribution essentielle et son engagement constant, dont je salue les membres présents, nous avons écrit cette proposition de loi. Elle prévoit la reconnaissance et la réparation des victimes. Inscrit dans la loi l'interdiction explicite de tout châtiment corporel à l'école. Introduit de puissantes mesures préventives en matière de formation des adultes et des élèves, de suivi des sanctions, d'honorabilité. Elle organise enfin le contrôle des établissements privés sous contrat afin de garantir la protection des 2 millions d'élèves qui y sont scolarisés. J'ai la conviction qu'à la condition des moyens et de la volonté politique nécessaires à sa mise en œuvre, cette proposition de loi peut sauver des vies d'enfants. Reste un dernier obstacle, le temps. Nous n'avons que quelques heures pour débattre, c'est la conséquence du sectarisme de Gabriel Attal, qui l'a conduit parce que cette proposition de loi émane notamment du travail du député insoumis que je suis,
a empêché son inscription en semaine transpartisane, mettant l'adoption de notre texte en péril, en fixant à minuit l'ultime limite à son possible vote. Elle est pourtant largement soutenue, en témoignent les 150 députés à l'avoir co-signée et son adoption en commission. Certains, une poignée, l'ont compris et s'apprêtent, en multipliant les amendements, à barrer la route à la volonté majoritaire. Aux proches de François Bayrou, tentés de freiner nos débats, je demande de ne pas venir régler ici des comptes que l'ancien Premier ministre devrait régler avec lui-même. À celles et ceux à droite, à l'extrême droite, prêts à paralyser nos travaux pour servir les intérêts sociaux et financiers de l'école privée, je dis, ne vous rendez pas coupable du maintien d'un statu quo qui ne conduirait qu'à la perpétuation des violences. Chers collègues, regardez les tribunes, vous y verrez les visages muets de celles et ceux qui ont parlé pour dénoncer les crimes dont ils furent victimes enfants. Enfants, du latin infans, celui qui n'a pas la parole. Nous, députés, aujourd'hui, avons le pouvoir de la rendre. Par le choix de nos mots, chacun d'entre nous décidera de porter la parole des enfants victimes ou de la silencier à nouveau. Merci. Quoi qu'il advienne, les enfants d'hier et d'aujourd'hui ne se tairont plus. Soyons à la hauteur de leur courage et de leur souffrance. Votons avant minuit cette proposition de loi. Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à madame Fatia Keloa-Hachi. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on écoute les orateurs tranquillement. Madame la Présidente. Allez, s'il vous plaît, on écoute l'oratrice. Elle seule a la parole. Merci. Allez-y, madame la députée. Je vous remercie, madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le président de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous assurer que les drames de Bétharram, de Notre-Dame, du Sacré-Cœur de Dax, de Notre-Dame de Garaison et tant d'autres ne se reproduisent plus jamais. Pendant 4 mois, j'ai présidé la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Cette commission fut une commission qui a fait un travail de fond sur l'impensable. Des enfants partout en France livrés à des monstruosités. Des enfants victimes de violences sexuelles derrière les murs trop épais d'une salle de classe. Dans le silence de la nuit des internats. Des violences physiques, parfois d'une violence inouïe, d'un sadisme absolu. Des humiliations à répétition qui montrent la toute-puissance des adultes sur les enfants. Avec Violette Spilbou et Paul Vanier, nous avons choisi d'écouter d'abord les victimes. Leur audition, dès le début de la commission, était essentielle pour éclairer toutes les autres auditions. Leurs témoignages nous ont glacé le sang et profondément bouleversés. Consciente de la difficulté qu'a représenté une telle prise de parole, je salue à nouveau leur courage et la force de leurs témoignages. Merci de les applaudir. Ils commandent notre plus profond respect. Cette audition a permis de mettre en lumière, de rendre visibles les victimes qui étaient invisibles précédemment et surtout de mettre en lumière un tabou. L'ampleur des manquements de la communauté éducative et de l'État nous oblige. La responsabilité est collective. Une société, un État qui ne protège pas ses enfants est responsable. Elle est même coupable. Nos travaux d'enquête ont en effet permis de mettre en lumière des dysfonctionnements structurels, une véritable institutionnalisation de la violence sur les enfants, selon les mots de Frédéric Bénédite, qui était représentant des victimes du collège Saint-Pierre de Relais-Quérouan. Une omerta totale de la part des adultes. Et j'aimerais ici citer Constance Bertrand, qui nous avait parlé pour les victimes de Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine. Elle disait des mots qui sont bouleversants. Ce qui nous unit tous, c'est le manque de courage des adultes qui ont vu et qui n'ont rien fait. À cet égard, l'exemple de Madame Gulung, lanceuse d'alerte de Bétharram, restera longtemps dans nos esprits. Seule à l'époque à avoir pris ses responsabilités, elle a fait ce qui devait être fait par tous, c'est-à-dire dénoncer les horreurs.
Il y a eu d'autres Madame Gulung. Souvent des femmes dans d'autres établissements scolaires, publics comme privés. Je pense à elles, je pense à eux, et je les remercie de leur courage. Suivant leurs pas et leur bravoure, il nous revient aujourd'hui de mettre un terme à ce système, de définitivement mettre fin à cette omerta. Il nous revient de tout faire pour que ces drames ne se reproduisent plus et ainsi corriger des décennies pendant lesquelles l'État n'a pas protégé les enfants et a failli à sa mission. La proposition que nous examinons aujourd'hui est un début de solution. C'est une loi complète qui prend tous les aspects en compte. Construite grâce aux recommandations de la commission d'enquête que je présidais à l'époque, nous pouvons en être collectivement fiers. Cette loi doit être votée dans son entièreté, car chaque article balaie un axe indispensable de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Chaque article. Elle permet notamment la mise en place d'un fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes. Elle permet l'extension de séances obligatoires de formation de tous les enseignants dans l'école publique comme privée sur la prévention et la détection des violences. Elle permet un renforcement du contrôle de l'État sur les établissements privés à l'article 7. Pour toutes les victimes, pour tous les enfants, nous leur devons de voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe de la droite républicaine, la parole est à Monsieur Xavier Breton. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Ces dernières années, un formidable mouvement de la parole a brisé des décennies de silence et d'inertie de notre société sur un mal qui pourtant la frappait, la travaillait depuis longtemps. Peu à peu, des victimes ont pris courageusement la parole pour exprimer publiquement ce qui les avait rongés pendant tant d'années. Et ce moment doit être l'occasion, c'est pour nous un devoir moral, de nous saisir de ce drame social dont nous n'avions pas collectivement su prendre la mesure. C'est l'objet de cette proposition de loi, issue des travaux d'enquête de la commission dite Bétharam, mais qui touche bien sûr l'ensemble de notre système scolaire et même périscolaire. Il fallait une réponse, et vous proposez, Madame la rapporteure, dans votre texte, des avancées que nous soutiendrons, afin de protéger les enfants, aujourd'hui mieux qu'hier, des sévices qu'ils ont pu subir. Bien évidemment, nous soutenons l'objectif général de ce texte et certaines des mesures fortes qu'il comprend. Le contrôle d'honorabilité, la reconnaissance de l'ampleur des dérives dans le milieu scolaire, le développement de la formation dans les établissements, l'absolue de la nécessité d'un contrôle qui soit plus effectif dans le privé comme dans le public. Ceci dit, certaines dispositions dont nous comprenons l'intention nous paraissent mal viser leur cible. Nous nous interrogeons tout d'abord sur l'article 2, qui propose la mise en place d'un fonds dédié aux victimes de violences en milieu scolaire abondé par l'État. Cette procédure que vous introduisez serait en effet parallèle au circuit judiciaire. Elle serait incertaine dans ses modalités d'attribution des réparations. Elle pourrait même être superflue puisqu'il existe déjà un mécanisme d'indemnisation des victimes qui recouvre largement les délits et les crimes dont il est question. Reste, en effet, la question des victimes pour lesquelles les faits sont prescrits. Mais alors, pourquoi un fonds ? Pourquoi notre réponse passerait-elle par un fonds plutôt que par une réflexion approfondie et éclairée sur ce sujet sensible de la prescription, qui est évidemment majeur tant on sait que les victimes attendent parfois des décennies avant d'être en mesure de pouvoir s'exprimer. Nous pensons que cette question doit faire l'objet d'un débat parlementaire concentré sur cet enjeu, ce qui n'est pas l'objet de ce texte. Vous introduisez dès lors une procédure parajudiciaire d'indemnisation parce que le droit vous paraît inadapté à ces questions, mais cette démarche est-elle la plus pertinente, la mieux adaptée ? Nous en doutons. Nous avons d'autres différences d'appréciation sur ce texte. La première tient à la responsabilité de l'État par rapport aux violences physiques et sexuelles dont des générations d'enfants ont fait l'objet. C'est un peu simple.
voire simpliste, d'expliquer ce scandale par la seule défaillance de l'État. Certes, il existe des failles, c'est indubitable, dans la gestion de ce sujet par l'administration centrale. Mais cela ne suffit certainement pas à expliquer, à comprendre tous ces drames qui se sont répétés année après année pendant des décennies. Si nous voulons enfin faire justice réellement aux enfants victimes, ne faisons pas l'économie d'un inventaire général sur l'époque au cours de laquelle ces crimes indélébiles ont été commis. L'autre différence qui peut nous opposer, c'est que nous ne souhaitons pas jeter l'opprobre sur l'enseignement privé, y jeter la suspicion, alors que ce qui nous occupe dépasse ô combien la vieille guerre publique-privée que certains cherchent à rallumer. Ce texte ne le dit pas explicitement, mais on le voit bien dans ses dispositions, il s'appesantit longuement sur le cas de l'école privée. Alors qu'il est évident que les prédateurs sexuels s'épanouissent partout où se trouvent des enfants, et ils ne font pas les distinctions que semble suggérer ce texte. Et on peut s'interroger sur la logique qui a présidé à la réaction des articles 7 et 8, puisque ce texte va même jusqu'à remettre en cause d'une certaine manière l'équilibre trouvé pour assurer, au moment de la loi Debré, une protection de la liberté de l'enseignement. Au final, le groupe de la droite républicaine votera les dispositions de cette loi qui comportent d'indéniables progrès quant au cadre existant pour la protection des enfants. Mais nos débats doivent permettre de mieux considérer, de mieux éclairer certains dispositifs qui sont insatisfaisants et qui manifestement n'ont pas d'objet direct avec l'ambition initiale de ce texte, ambition qui devrait être pourtant la seule qui nous anime, la protection de nos enfants. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à monsieur Arnaud Bonnet. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, nous nous devons aux victimes. Après plusieurs mois de commission d'enquête qui a permis de mettre encore plus au jour des violences institutionnelles et institutionnalisées dans de nombreux établissements scolaires, nous débattons d'une proposition de loi qui vise à reconnaître ce que les victimes ont vécu et à prévenir toute nouvelle violence. Et c'est bien sûr à elles que nous pensons en premier lieu. Nous nous devons aux victimes. Je tiens à saluer le travail des deux co-rapporteurs de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, Madame Violette Spilbout et Monsieur Paul Bagné. Merci également à Madame la Présidente de la commission d'enquête, à Madame Kelouachi. Malgré l'ampleur de leurs travaux, nous devons regarder la vérité en face. Les violences faites aux enfants sont un drame systémique dans notre pays. L'inceste concerne 3 élèves par classe, 10% de la population française. Certains considèrent encore les violences comme une forme de pédagogie, et ce, malgré la loi. Et l'aide sociale à l'enfance est dans un état déplorable. Commission d'enquête après commission d'enquête, article de presse après article de presse, nous ne cessons de repousser les limites de l'horreur. Et pourtant, tout le monde s'en émeut, mais peu de gens semblent parfois décidés à faire cesser ces violences qui s'exercent partout dans notre société. Car il faut le dire, notre pays est le pays des violences faites aux enfants, et nous laissons faire. Nous laissons faire lorsque nous sous-investissons dans les services publics de protection de l'enfance. Nous laissons faire lorsque nous permettons à des pédocriminels et autres auteurs de violences envers les enfants de poursuivre leurs activités en toute quiétude. Nous laissons faire encore lorsque l'éducation nationale faillit à sa mission de contrôle, et notamment des établissements privés, ne vous en déplaise, et à prendre les mesures nécessaires à protéger les enfants qui s'y trouvent. Nous laissons faire lorsqu'un notable, devenu Premier ministre, a utilisé son influence politique pour faire taire les témoignages et couvrir les agresseurs et a pu tranquillement rester en poste. Nous notons un nombre important d'amendements et souhaitons que l'avancée de notre discussion n'en soit pas ralentie. Malgré tout, ces propositions de loi proposent une avancée, nous la saluons. Bien évidemment, le groupe écologiste et social la soutient. L'enseignement privé semble si convaincu de son privilège qu'il utilise tous les relais qu'il a dans cette Assemblée pour entraver cette proposition de loi, ce qui est pour moi incompréhensible, car cela touche à notre humanité. Il est clair que beaucoup de députés se font leur relais pour limiter les pouvoirs de contrôle, supprimer les dispositifs de sanction, ou encore éviter la libération de la parole des enfants. Pourtant, cette proposition de loi fait l'objet d'un long travail pour aboutir à une forme de consensus. Mais certains préfèrent la défense de leur caractère propre à la protection des enfants. Nous le redisons à cette tribune, l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut souffrir aucun passe-droit ni dérogation, en tout temps, en tout lieu, en toutes actions.
car cette proposition de loi va dans le bon sens. Et cependant, il ne faudra pas nous arrêter là. Il est nécessaire de renforcer, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, le contrôle, notamment d'honorabilité, et en mon nom propre, de rendre imprescriptibles les crimes commis sur mineurs pour en faire un tournant sociétal, dans un échange à la hauteur des transformations que nous visons à atteindre. Il est également nécessaire de renforcer les moyens humains et financiers, car toutes les dispositions que nous voterons ne seront que lettres mortes si l'éducation nationale n'a pas les moyens de les faire appliquer. Et c'est pourquoi, afin de rendre cette proposition de loi plus effective, le groupe écologiste et social a déposé plusieurs amendements visant à renforcer certains dispositifs. Nous nous devons aux victimes. Merci à vous. Merci, monsieur le député. Et enfin, pour le groupe Les Démocrates, la parole est à monsieur Erwan Balanant. Les violences scolaires sont encore trop souvent banalisées et passées sous silence. Nous l'avons vu quand nous avons travaillé sur le harcèlement scolaire. L'omerta et les dysfonctionnements sont encore là, partout dans la société. Nous l'avons vu quand nous avons travaillé sur la violence dans le monde de la culture. Nos écoles ne doivent pas être des lieux d'incertitude, d'abandon, de violence ou d'oubli. Elles doivent au contraire incarner des lieux fondés sur l'empathie, le respect d'autrui et le vivre ensemble. Si la protection de nos enfants doit être une exigence dans toutes les sphères de la société, et ce, dès le plus jeune âge, l'école a une responsabilité particulière. Elle doit privilégier la confiance et la bienveillance, ainsi que l'accueil. Chaque enfant, chaque élève doit apprendre en toute sécurité et trouver la sérénité pour s'épanouir. Les affaires se succèdent depuis des années, et encore aujourd'hui, malgré les multiples fois où les responsables ont promis plus jamais ça, dans l'éducation, le périscolaire, le domaine de la santé, du sport et de la culture, aucune sphère n'est épargnée et chaque enfant peut être exposé. Notre société est malade de parler beaucoup pour ne rien voir. Pourquoi notre société ne sait-elle pas entendre? Pourquoi notre société ne sait-elle pas voir? Nous le redisons ici. La protection de nos enfants ne peut pas, ne doit plus être un angle mort de nos politiques nationales. La multiplication des violences en milieu scolaire et périscolaire interroge. Et si l'État est garant de la protection des enfants et du bon fonctionnement et du service public de l'éducation, les auteurs des violences doivent être aussi pleinement mis devant leurs responsabilités. Chaque établissement, chaque équipe éducative, chaque personne qui exerce un métier en contact avec des mineurs doit avoir les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour prévenir, détecter, signaler et traiter toutes les formes de violence qui surviennent. Car il suffira de la moindre défaillance d'un dispositif insuffisant ou d'un manque de rigueur pour que l'ensemble de la chaîne de protection se fragilise. L'État ne peut donc uniquement réagir face à ces crises, mais doit agir en conduisant une politique ambitieuse de protection et d'accompagnement. En ce sens, nous saluons les amendements du gouvernement qui renforcent notamment le contrôle d'honorabilité des personnes qui exercent une activité en milieu scolaire, en contact avec les mineurs, et le contrôle des antécédents dans le périscolaire. Cependant, nous pensons que le contrôle d'honorabilité doit être renforcé et rendu obligatoire à toutes les sphères de la société. Dès lors qu'une personne exerce une activité en contact avec des mineurs, les violences sur les mineurs ne se contentent évidemment pas du seul secteur de l'éducation et du périscolaire. Nous devons aller plus loin et je pense en particulier aux associations culturelles et à un certain nombre d'associations qui aujourd'hui n'ont pas de contrôle d'honorabilité. Ce sont des atteintes systématiques et diffuses et toute personne travaillant en contact avec les mineurs, peu importe le secteur d'activité, doit répondre à une exigence d'honorabilité. Il est par ailleurs d'autant plus urgent de rappeler, et c'était le sens de notre amendement adopté en commission, que chaque enfant et étudiant a le droit à une formation scolaire sans violence, dans un environnement protecteur et respectueux. C'est un droit, et d'un droit doivent découler des moyens. Et pour les enfants d'hier, ceux d'aujourd'hui et de demain, nous devons ériger ce droit en principe cardinal. Cette proposition de loi, en cherchant à briser le silence, et je vous remercie Madame la rapporteure, et je remercie Monsieur Vannier, va dans le bon sens.
Et pour ces raisons, les démocrates voteront en faveur de ce texte. Toutefois, nous pensons que la protection des enfants peut encore plus être renforcée et nous avons en ce sens déposé 8 amendements de groupe visant à accélérer le signalement des violences, à imposer un dispositif de recueil de la parole écrite au sein des établissements scolaires ou encore à renouveler la mise à l'écart d'un agent public en cas d'enquête administrative relative à des VHSS pour mieux protéger les victimes et améliorer la conduite des enquêtes administratives. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close et j'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi. À l'article 1er, j'ai plusieurs orateurs. Nous commençons pour le groupe EPR par madame Gradiela Melchior. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Il est des moments de la vie d'une députée qui marquent et que l'on n'oublie jamais. Ce sera assurément le cas de l'échange que j'ai eu avec les membres du collectif du Collège Saint-Pierre du Relecq-Kerhuon et des auditions de la commission d'enquête. Nous avons entendu ces femmes et ces hommes nous raconter, avec des détails glaçants, les violences sexuelles, physiques et morales qu'ils ont subies dans ce lieu inviolable qui devrait être l'école. Ces récits, qui remontent à il y a parfois 30, 40 ou 50 ans, témoignent du profond traumatisme qui les a hantés tout au long de leur vie. Je veux avoir une pensée pour eux aujourd'hui, avec l'espoir que cette proposition de loi pourra un peu les apaiser et faire définitivement entrer notre pays dans la voie de la réparation à leur égard et faire en sorte qu'enfin cela ne se reproduise plus jamais. Pour ce faire, l'article 1er de ce texte vise à acter la reconnaissance solennelle par la nation de ces violences ainsi que des manquements graves des autorités publiques qui les ont laissées perdurer. Cet acte symbolique constitue une réponse politique forte, attendue par les victimes, leurs familles et les collectifs mobilisés. Il affirme la responsabilité de l'État et pose les bases d'une politique réparatrice. En outre, je veux vous remercier, Madame la rapporteure, pour avoir porté cette loi avec tant de détermination, mais aussi pour votre écoute, notamment à l'égard des propositions que je vous avais soumises. J'avais en effet pu vous faire part de la situation d'une enseignante qui avait quitté plusieurs établissements à la suite de comportements inadmissibles et qui enseignait dans ma circonscription. Constatant une certaine impuissance de l'État, je vous avais appelé à faire des préconisations pour renforcer le suivi des sanctions disciplinaires. Nous le verrons à l'article 6. J'en conclus avec un mot pour les victimes d'hier et d'aujourd'hui, pour leur dire que nous les entendons, que nous les croyons et les remercions pour leur courage qui contribue à ce qu'enfin l'omerta soit brisée. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Christian Baptiste. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. L'article 1er que nous examinons aujourd'hui est un article grave, car derrière il y a l'aveu collectif de l'échec de notre pays à protéger ses enfants. Je repense à l'effroi qui a traversé la France lorsque nous avons découvert ce qui s'était passé à Betaram. Des décennies de violence, des enfants qui avaient parlé, des alertes connues et pourtant des institutions qui n'ont pas agi. Mais dans le cadre de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire de l'inceste parental dont je suis rapporteur, j'ai compris une chose, Betaram n'est pas une exception. Dans les écoles, dans les périscolaires, dans les foyers, à l'aide sociale à l'enfance et parfois même dans la famille, nous retrouvons toujours les mêmes mécanismes, des enfants qui parlent mais que l'on ne croit pas, des alertes minimisées, des institutions qui protègent davantage leur réputation que les victimes. Et dans les territoires d'outre-mer, cette question résonne douloureusement car pendant des années, des responsables politiques comme Ségolène Royal ont eux-mêmes dénoncé le fait que des personnels soupçonnés ou sanctionnés aient pu être mutés loin de l'Hexagone. Oui, comme si l'éloignement suffirait à faire disparaître le danger, comme si la protection des enfants dans les Outre-mer ne comptait pas, et comme si les Outre-mer étaient le bagne pour les pédocriminels de l'Hexagone. Et encore, bagne est un mot bien gentil, car ils sont toujours en fonction chez nous au soleil. Voilà la vérité que cet article 1er nous oblige à regarder en face. Oui, notre pays ne protège pas ses enfants. Alors oui, la nation
doit des excuses à ses enfants. Elle doit des excuses à toutes celles et ceux qui ont grandi dans la peur, dans le silence, parfois avec le sentiment terrible d'avoir été abandonnés par des adultes censés les protéger. Merci monsieur le député. Pour le groupe DR, monsieur Xavier Breton. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, on sait qu'un article premier est important dans un texte, c'est celui qui est un peu symbolique et puis qui donne un peu le là sur tous les débats. D'ailleurs, en cours de débat en commission, le premier alinéa a été adopté sur un amendement de notre collègue Frédéric Meunier, au nom de notre groupe, qui indique effectivement que la nation condamne avec la plus grande fermeté les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire et reconnaît les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes. Donc on est tout à fait partant pour s'inscrire effectivement dans cette logique de marquer un peu l'esprit de ce texte. Le problème, ça a été l'alinéa 2. Puisque ce que dit l'alinéa 2, c'est qu'il dit que la nation reconnaît que des violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d'une carence du contrôle imputable à l'État. Ça vient effectivement à tout reporter la responsabilité et la faute sur l'État. Et à partir de là, si on rentre dans cette logique, si on admet cette rédaction, eh bien, quelle réponse va apporter le texte ensuite dans ces articles 2, 3, 4, mais c'est surtout les articles 7, 8, 9, ça sera effectivement avoir plus de contrôle de l'État. Au lieu de s'interroger sur son effectivité, comment il est mis, au lieu de regarder, de circonscrire vraiment sur la cible du sujet, on va rentrer dans une logique de contrôle de l'État et qui est, il faut se le dire tout de suite entre nous, l'objectif qui est poursuivi depuis longtemps, notamment par le groupe de la France Insoumise. Et donc c'est là-dessus où nous sommes opposés à cette logique de ce texte qui voudrait que la seule réponse à tous ces problèmes, ça soit renforcer le contrôle de l'État. Parce qu'il y a d'autres responsabilités. Et effectivement, c'est quoi la logique? Ça va être un contrôle supplémentaire sur l'enseignement privé, ça va être un contrôle sur les religions, etc. Non pas, encore une fois, sur l'objet de la prévention des violences, pas du tout, mais ça va être sur leur mode de fonctionnement, sur le financement, etc. D'où l'importance de changer cette alinéa 2. Merci, monsieur le député. Nous en arrivons à l'article 1er, donc aux amendements à l'article. On commence par des identiques. Monsieur Breton, vous gardez le micro pour nous présenter le 26. Je vous remercie, Madame la Présidente. Voilà, il s'agit effectivement de supprimer l'alinéa 2, puisque, effectivement, les situations de violence scolaire ne sauraient être regardées comme résultant exclusivement d'une carence du contrôle de l'État. Elles procèdent de causes multiples. Il y a notamment le contrôle de l'État qui est en jeu, mais ce n'est pas la seule cause. Tout faire porter sur cette carence rentrerait donc dans cette version que j'indiquais idéologique d'un État qui contrôle de plus en plus. Ce texte, en tout cas nous l'espérons, n'a pas vocation à se transformer en une instrumentalisation politique, et c'est pour ça que nous souhaitons la suppression ou au moins la modification de cet alinéa 2. Le 137, identique, monsieur Chudeau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, cet amendement vise effectivement à supprimer l'alinéa affirmant que la nation reconnaît que les violences ont pu être commises et se perpétuer en milieu scolaire du fait d'une carence du contrôle imputable à l'État. Je pense en effet, comme mon collègue Breton, que on ne peut pas incriminer l'État tout entier. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est peut-être un sport que vous pratiquez volontiers, mais moi, ça me paraît tout à fait absurde et tout à fait injuste en plus. Ce que nous savons, c'est que ces faits épouvantables ont pu se produire parce que d'abord des chefs d'établissement et des collègues d'ailleurs, aussi des coupables, n'ont pas fait leur devoir de signalement. Ensuite, effectivement, les corps d'inspection n'ont pas été suffisamment mobilisés. Mais les corps d'inspection, ce n'est pas l'État tout entier. Les corps d'inspection, c'est un corps statutaire de l'éducation nationale, et à la rigueur, on pourrait dire en effet que l'éducation nationale, de ce côté-là, il y a eu une carence, que d'ailleurs reconnaît volontiers Monsieur le ministre. N'est-ce pas ? Donc je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Et je suis d'accord, il ne faut pas instrumentaliser cette grave question pour régler ses comptes avec l'État tout entier et derrière, sous-entendu, bien entendu, avec le gouvernement. Nous ne prêterons pas à cette manœuvre. Nous considérons qu'il faut supprimer cet alinéa. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure, votre avis ? Oui, merci Madame la Présidente. Alors, dans les travaux d'enquête que nous avons menés, et vous l'avez d'ailleurs rappelé, la défaillance de l'État, vous venez de le dire, Monsieur Chudeau, du ministère de l'Éducation nationale, a été largement documentée. Le constat des insuffisances ne fait pas de doute. L'absence de contrôle dans des établissements privés sous contrat pendant des années a permis
de laisser effectivement des pédocriminels, premiers responsables de ces agressions, effectuer ces agressions. Donc dans la formulation de cet alinéa 2, cette responsabilité que nous appelons, elle n'exonère en rien les auteurs des crimes. Elle s'ajoute à celle de ces auteurs et il n'a jamais été question, dans la formulation qui a été retenue, de faire peser exclusivement sur l'État cette responsabilité, tout en souhaitant absolument qu'elle ne soit pas niée. La réécriture que propose le gouvernement, sous réserve de l'ajout que j'ai formulé sous forme d'un sous-amendement, en parlant du contrôle de la puissance publique, qui n'a pas été au rendez-vous, sera peut-être plus équilibrée et permettra notamment de faire adopter cet article 1er. Je vous remercie, donc défavorable pour ces 2 amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, le gouvernement est assez gêné par une formulation qui, telle qu'elle est et à l'exclusion de tout autre, laisse à penser que seule la défaillance de l'État serait finalement retenue en la matière. Or, on sait bien que d'abord, il y a un principe de personnalité des peines et qu'en matière de crime, il n'y a point de garant. Et donc, c'est à chacun de payer à raison de sa faute. Et c'est un principe fondamental du droit pénal. Et deuxième élément important, pour nous, il y a bien une chaîne. Dans cette chaîne, il y a évidemment l'État, mais c'est bien une chaîne qui part de l'établissement et qui va jusqu'au contrôle. Donc, d'où le sens de l'amendement qu'on propose juste après, et d'ailleurs auquel je souscrirai au sous-amendement de la rapporteure. Et donc, du coup, la position, c'est retrait au profit de ou sinon défavorable. Je vous remercie. Nous passons au vote à main levée. C'est un avis défavorable de la Commission et de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Bon, on va faire un scrutin public. Il y a des gens qui ont voté 2 fois. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, nombre de votants 79, exprimés 59, majorité 30 pour 8 contre 51. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous votons l'article 1er par scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, nombre de votants 106, tous exprimés, majorité 54 pour, 106 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Voilà pour ce numéro de La séance est ouverte. À très vite sur LCP.